Est-ce qu'il y a une bulle sur les ETF? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cet épisode en allant étape par étape, en se basant sur les chiffres, les études et les graphiques. Je vais commencer par te détailler une anecdote que j'ai eue en vacances récemment et que j'ai dans mon quotidien qui me font penser peut-être qu'il pourrait y avoir une bulle sur les ETF. Ensuite, on va aller voir ce que disent concrètement les chiffres sur la bourse en général et l'évaluation du marché actuellement. On va ensuite voir ce que disent les chiffres uniquement sur la partie ETF et voir est-ce qu'il y a vraiment une proportion suffisamment énorme sur les ETF pour s'inquiéter. Et enfin, je te dirai concrètement mon avis et des actions potentiellement que tu peux mettre en place si tu as peur d'une potentielle bulle sur les ETF. Pourquoi je fais cet épisode sur ce sujet-là? Parce que c'est vraiment tiré de ma vie quotidienne. En moins de 2 semaines à peu près, j'ai eu 3 personnes de gens de mon entourage qui m'ont parlé d'ETF, alors que c'est des gens que je sais qui ne s'intéressent pas du tout à l'investissement et qui ne me suivent pas du tout sur les réseaux. Ça a commencé par la fête de fin d'année de la crèche de mon fils, où je rencontre un papa, etc., où on parle de son métier et tout. Le gars n'a jamais investi de sa vie, mais par contre, il me dit qu'il a découvert les ETF il y a quelques semaines, qu'un pote à lui en a parlé, qui a dit c'est trop bien, ça fait que monter, et qu'il a carrément vendu son bien immobilier pour acheter des ETF. Donc pour le coup, c'est des ETF que j'ai tendance à préconiser, plutôt des ETF indiciels larges, etc. Mais je me suis dit, c'est un peu bizarre, le gars n'a jamais investi, et boum, le collègue lui dit, et il investit, il est content, il me dit des petites phrases en fait qui paraissent anecdotiques mais moi qui me font peur, du style je regarde mon téléphone tous les jours et je vois que ça monte et c'est trop cool. Deuxième anecdote, je suis parti en vacances avec des amis, on a loué une baraque pendant quelques jours, etc. C'est un truc qu'on fait tous les ans et je revois du coup tous les gens tous les ans et les gens savent ce que je fais et je sais que ce groupe de potes ne s'intéresse pas du tout à l'investissement. Clairement, je le sais et c'est pas du tout leur style. Et il y a un des gars avec qui je discute souvent m'a dit que ça y est, il a ouvert son PEA, il investit sur un ETF S&P 500 parce que il a discuté un petit peu avec l'IA, il lui a dit ça, etc. Et ça, c'est une autre chose qui m'inquiète parce que beaucoup pensent que ChatGPT ou Claude, etc. donnent forcément les bonnes solutions. Encore une fois, c'est quelque chose que moi j'ai tendance à préconiser, donc je vais pas dire que c'est une mauvaise solution, mais ce qui me dérange, c'est plutôt la façon dont c'est fait. En fait, plutôt que s'intéresser à l'investissement général, voir un petit peu l'allocation, le profil de risque, etc., qu'il est vraiment les bases de l'investissement sur quelle partie d'épargne de précaution je dois avoir, quelle partie d'investissement long terme, quelle poche j'alloue aux ETF, etc. Non, en fait, lui, il met tout son salaire sur les ETF, tout son épargne de précaution, et j'ai senti que, en gros, l'IA lui a dit ça, donc il le fait. Et c'est une autre chose qui m'inquiète parce que c'est encore une fois quelqu'un qui, je sais, ne s'intéresse pas du tout à l'investissement, n'a jamais investi dans l'immobilier, dans la crypto, dans les CPI ou autre chose, mais voilà. C'est quelque chose qui est tendance, c'est l'IA qui lui a dit ça, donc il le fait. Et donc, ce qui me fait penser qu'il y a peut-être un engouement, peut-être une euphorie sur le sujet, c'est cette fameuse phrase, alors je sais plus le nom, je crois que c'est Josh Kennedy qui a dit ça, quand le chauffeur de taxi te conseille un investissement, ou quand c'est ton coiffeur qui te conseille un investissement, c'est peut-être un moment où il faut commencer à s'inquiéter. Alors, les amis dont je t'ai parlé ne sont pas forcément coiffeurs ou taxi, mais c'est plutôt le concept que je te dis, que je sais que c'est des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ça à la base, mais je vois qu'ils investissent en ETF. Alors, il y a une part de moi qui est content, je me dis en fait, le travail que je fais d'éducation financière et voilà sur le sujet, et puis étant pro ETF indiciel, je suis content que des particuliers préparent leur avenir comme ça, mais la façon dont c'est fait m'inquiète. Donc déjà la première question que j'ai envie de te poser, j'ai envie que tu me dises en commentaire, c'est déjà est-ce que toi, tu as aussi remarqué ces petites anecdotes du quotidien des gens de ton entourage ou qui n'y connaissent rien et qui commencent à te parler d'ETF? Maintenant que l'anecdote est dite, on va parler un petit peu des chiffres. Alors juste avant de parler des chiffres, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne YouTube ou sur la version podcast si tu m'écoutes en podcast. Ça me motive à continuer et à te donner toujours plus de contenu gratuit. Alors déjà, pourquoi on parlerait potentiellement de bulle? Parce que si finalement tous les gens de la Terre investissent en ETF, ou si tous les gens investissent en bourse, investissent en ETF, finalement, vu que c'est de la gestion passive et qu'une société de gestion achète mécaniquement et bêtement toutes les valeurs par capitalisation boursière de l'indice, on se retrouverait finalement avec une pression mécanique d'achat à la hausse sur les plus grosses valeurs, ce qui dénaturerait complètement le marché. On aurait une concentration de plus en plus forte sur les grosses capitalisations. Toutes les actions auraient finalement la même volatilité. On aurait donc un risque de surévaluation qui n'est plus dépendant des résultats des entreprises, mais uniquement du fait qu'on achète mécaniquement les plus grosses valeurs. Et donc, on aurait une amplification de la chute en cas de baisse. Donc ça, c'est le scénario si tout le monde investit en ETF. Maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que disent les chiffres. On va regarder déjà les chiffres de la bourse en général, pas que sur les ETF, pour voir si la bourse serait survalorisée ou non en fonction de 3 indicateurs connus. Alors sur les 3 indicateurs qu'on va regarder, on va uniquement se concentrer sur le marché américain, donc sur le S&P 500, parce que c'est quand même ce qui représente à peu près aujourd'hui 70% du marché mondial. On va commencer par le ratio de Buffett, qui est un ratio qui divise la capitalisation boursière US sur le PIB américain. Et on va regarder un peu l'historique aujourd'hui où il en est. Donc pour ceux qui sont sur YouTube et qui voient mon écran, donc tu vois que cet indicateur Buffett aujourd'hui est environ à 205%. Donc on est
très proche finalement de ce qu'on avait en 2020 en 216%, et on est plus haut que la bulle Internet à 163%. Donc on est clairement au-dessus de la moyenne historique, tu vois, qui est cette fameuse droite là qui monte de manière linéaire. Donc finalement, d'après cet indicateur, on pourrait dire que la bourse aujourd'hui est très chère et surévaluée par rapport du coup à cette droite de régression. Ensuite, on a un autre ratio connu qui est le Shiller P/E ratio, qui est le prix des actions divisé par le bénéfice lissé sur 10 ans. Et là, comme tu le vois sur ce graphique, donc on est sur pareil un des plus hauts historiques, on a 40,42. La moyenne était à 17,40 et là aujourd'hui on est à 40,42. On est aussi pareil proche de la bulle Internet où on était monté à 44 comme tu le vois ici. Donc finalement le dernier précédent qui est monté aussi haut, c'était tu vois en 1929 et dans les années 2000. Et enfin, on a le dernier ratio qui est le P/E ratio S&P 500, qui est le prix sur les bénéfices attendus sur 12 mois. Donc là, pour le coup, ce ratio est peut-être un peu moins important que les deux autres. On est à 28,49 actuellement pour une moyenne à 16. Donc, on est au-dessus de la moyenne, mais tu vois qu'on est quand même, d'après le graphe, on est quand même moins élevé que par exemple pendant la bulle Internet où on était monté à 46, alors que là, on est à 28. Et même de manière générale, tu vois que c'est quand même un peu moins élevé. Mais il y a quand même une constante à ces trois datas, c'est que on est quand même sur un marché très cher aujourd'hui. Le marché global américain est très cher, surévalué ou non, je ne sais pas, mais en tout cas clairement, je pense que la tendance a fait aussi que les valorisations sont très chères aujourd'hui. Donc est-ce qu'on est en bulle de manière générale? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu vois que aujourd'hui on paye un marché très cher et on est clairement sur des signaux qui pourraient être inquiétants. Attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut tout vendre ou que ça va être le drame ou le crack demain. C'est juste pour te montrer des datas de manière froide et que tu aies déjà des datas sur la bourse en général. Mais finalement, on va revenir à notre sujet qui est, est-ce que les ETF sont en bulle? Parce que là, tu as vu les datas sur la bourse en général, donc tu as vu, oui, aujourd'hui la bourse est très chère, mais on va voir un petit peu quelle place aujourd'hui prennent les ETF. Parce que tu as peut-être dû lire ou entendre qu'il y a aujourd'hui 50% du marché qui est fait par les ETF. Alors, je vais te montrer ce graphique dont tu as peut-être entendu parler. C'est ce graphique que tu vois là qui montre en fait la proportion de fonds actifs et de fonds passifs. Tu vois, clairement, c'est en hausse depuis 2015 de manière assez linéaire. Et depuis 2025-2026, on a dépassé, même je crois que c'est même en 2023-2024, on a dépassé les 50% de fonds gérés de manière passive plutôt que active. Donc clairement, la gestion passive aujourd'hui, c'est un fait. Prends le pas sur la gestion active. Mais attention, on parle uniquement des fonds. Donc c'est pour ça que cette donnée que tu as peut-être entendue en disant que la moitié aujourd'hui du marché est dans les ETF, et attention, la moitié du marché est dans les fonds d'investissement, pas sur le marché global. Et c'est ce qu'on voit avec cette deuxième data. Et en fait, toi, tu vois, on voit que c'est arrivé plutôt en 2019-2020 où le montant en gestion passive a rejoint la gestion active. Et depuis du coup 2020, il y a plus de fonds en gestion passive qu'en gestion active. Parce que je te le rappelle, les ETF sont des fonds. C'est pour ça que les graphiques que je viens de te montrer parlent des fonds d'investissement au sens large. Et si on regarde d'où viennent ces flux, c'est aussi intéressant de voir que, en fait, la plupart des flux des ETF que tu vois ici, donc les Index Domestic Equity ETF, donc en gros les fonds indiciels larges, en fait, montent de manière assez impressionnante, mais viennent principalement du désinvestissement des fonds d'investissement. Donc ça, pour le coup, je pense que ça vient de l'éducation financière au sens large, on va dire de la diffusion de cette connaissance qui dit et qui montre que statistiquement, les fonds d'investissement font moins bien sur le long terme que de simples indices, et pour un prix payé de 2% par an contre 0,2 en moyenne sur les ETF. Donc c'est ce qui explique ça. Mais encore une fois, là, on est encore que dans la sphère des fonds d'investissement et pas sur le marché global. Parce que si on parle du marché global, actions en général, il n'y a pas que les fonds d'investissement. Il y a les particuliers qui achètent des actions, il y a des fonds de pension, il y a des États, enfin bref, le marché n'est pas uniquement fait par les fonds d'investissement. Et aujourd'hui, si on raisonne de manière froide sur les chiffres, le poids total du marché actions, alors là, les chiffres que je viens de te donner datent de juillet 2026. Attention, j'ai bien vérifié les datas. J'enregistre ça le 24 juillet 2026. Le poids total du marché actions, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, est de 152 000 milliards de dollars. Et le poids total des ETF à l'heure où j'ai revu cette vidéo est de 23 000 milliards de dollars. Donc, ce qui représente finalement 15% du marché action. Donc, tu vois, on est loin des 50% que tu as pu entendre quelque part, ou aujourd'hui peut-être même 60%, parce que ça représente la part de la gestion passive par rapport à la gestion active dans les fonds d'investissement. Mais si on parle du marché global action et qu'on inclut absolument tout, on inclut les fonds de pension, les investisseurs particuliers, etc., finalement, on n'est que à 15%. Enfin, le marché des ETF aujourd'hui représente que 15%. Donc, dire aujourd'hui que les ETF va venir biaiser le marché au global, selon moi, c'est un peu précipité et un peu faux. Alors oui, ça a un impact, clairement, mais on n'est
pas sur la majorité finalement du marché action qui est drivé par les ETF en gestion passive. En plus de ça, quand on parle d'ETF, des fameux 15% d'ETF, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a 12 000 ETF sur le marché. Et dans les 12 000 ETF, il n'y a pas que des ETF MSCI World ou S&P 500. Il y a plein d'ETF différents. Il y a des ETF actifs, des ETF exotiques. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur les ETF buffer, qui est une nouvelle tendance qui est apparue. Il y a des ETF thématiques, des ETF sectoriels. Il y a des ETF de toutes sortes aujourd'hui. Alors oui, je pense que la majorité des encours sont sur les ETF à gestion passive, indicielle, type les indices larges, S&P 500, MSCI World, Stoxx 600, etc. Mais voilà, dans les 15% d'ETF on en a vu, il y a peut-être 3 à 4% qui est plutôt des flux liés aux ETF actifs, aux ETF exotiques, émergents, je ne sais quoi. Par contre, une autre data qui est aussi intéressante et que j'ai trouvée, c'est que il y a un flux entrant récurrent sur les ETF depuis 8 ans. Ça veut dire que depuis 8 ans, l'encours des ETF augmente constamment. C'est-à-dire que tous les ans, il y a de plus en plus de flux entrants sur les ETF. Donc, il y a une vraie tendance, un vrai engouement sur les ETF. Cette année, depuis le début de l'année, donc depuis début 2026, il y a eu 1330 milliards de flux entrants sur les ETF. Et c'est un record qui a été battu, comme tous les ans. Donc, il y a de plus en plus de flux entrants tous les ans sur les ETF. Donc ça, pour le coup, c'est ce qui prouve qu'il y a quand même une vraie tendance à la hausse sur les ETF et un vrai engouement. Maintenant qu'on a vu toutes les datas, on va essayer d'en tirer une petite conclusion. Alors, je vais donner ma première réponse sur est-ce qu'aujourd'hui la bourse est haute? Oui, clairement. On a vu sur les premiers ratios, la bourse aujourd'hui est très chère, survalorisée. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est très très chère. Et est-ce qu'il y a une bulle sur la bourse? Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, je n'en sais pas, mais le constat est que la bourse aujourd'hui est très chère. Deuxième réponse, est-ce qu'il y a une bulle sur les ETF? Et est-ce que les ETF font que la bourse est très haute et qu'il y aurait une bulle sur la bourse? Je ne pense pas. Parce que même si il y a un vrai engouement sur les ETF, et c'est quelque chose, je pense, à suivre de près, et tu l'as vu, depuis 8 ans, il y a de plus en plus de flux entrants sur les ETF, et il y a aujourd'hui 15% du marché qui est sur les ETF. Ça me fait dire à la fois que oui, il faut quand même garder un œil sur le sujet parce que il y a clairement un engouement sur les ETF, mais aujourd'hui, pour moi, les ETF ne font pas craindre un risque de bulle sur le marché parce que ça représente que 15% aujourd'hui du marché global action. Donc, la gestion active reste prédominante aujourd'hui sur le marché. Il y a une deuxième chose qui me rassure, on va dire, en disant que on peut rester tranquille avec nos ETF larges, c'est que je me dis qu'il y a toujours une réalité humaine sur la bourse. Je pense qu'il sera impossible de convaincre absolument tout le monde d'investir en ETF. D'une part parce que on aura toujours une nature humaine qui fait que beaucoup de gens vont vouloir toujours faire mieux que le voisin, toujours faire du stock picking pour prouver qu'ils savent analyser. Il y a une sorte de stimulation intellectuelle propre à l'humain qui fera qu'on aura toujours envie, qu'une partie de la population en tout cas, aura toujours envie d'aller acheter des actions, les analyser pour essayer de faire mieux que le marché. D'autre part, il sera aussi impossible de convaincre tous les fonds de gérants actifs de faire de l'ETF. Ce serait pas possible. Ils pourront pas continuer à vivre avec ça parce que forcément, il y a beaucoup moins de frais, donc ils pourront facturer moins, donc ce sera pas tenable pour eux. Et la dernière chose, c'est que la majorité des actions, finalement, sont détenues par les fondateurs eux-mêmes. Donc j'ai du mal à imaginer que Elon Musk vende absolument toutes ses actions Tesla pour les mettre en ETF. Pareil pour Bill Gates ou tous les fondateurs en question. Donc il y a aussi une chose qui revient à la réalité, c'est que ceux qui fondent les entreprises, même s'ils les cotent en bourse à un moment donné, ils vont garder des parts eux-mêmes de leurs actions, ils vont pas tout mettre en ETF. Donc ça, c'est ce qui me fait dire que tôt ou tard, en fait, il y aura un moment où ça sera capé. Même s'il y a un engouement et qu'il y a une majorité de la population qui investit en ETF, il y aura quand même le côté nature humaine qui veut faire toujours qui fait que il y aura toujours une partie de la population qui voudra toujours faire du stock picking et une autre partie concrète qui est que les fondateurs vont garder quand même leurs actions. Mais par contre, autre chose qui m'inquiète peut-être un peu plus, c'est ce côté que je vous ai dit au début d'épisode, qui est ces petites phrases qu'on entend au quotidien de moi j'ai découvert les ETF, machin, j'ai investi sur un S&P 500 et j'ai vendu mon bien immobilier pour faire ça. Ou encore les gars que je vois en vacances tous les ans, quand je leur parlais d'investissement, ils en avaient rien à faire et puis là, ils ont posé 2 questions à l'IA et puis ils investissent en ETF. Alors oui, l'IA c'est bien pour plein de choses, même moi je l'utilise pour mes élèves de l'académie, pour aller plus vite, pour analyser plus vite et ça, mais faire confiance à l'IA pour investir, attention, vraiment, faites très attention, parce que l'IA évidemment peut faire des erreurs. Utilisez l'IA pour aller plus vite sur une analyse, pour conforter une analyse, etc. Pourquoi pas, mais par contre, se baser uniquement sur l'IA, moi je pense que c'est une très grosse erreur sur laquelle il faut être très vigilant. L'autre chose aussi qui m'inquiète fortement, c'est que finalement, depuis 2008, on a connu un marché boursier quasiment haussier en ligne droite, à part le Covid qui a connu une baisse de 30%, mais qui a remonté quand même très vite, et beaucoup de gens sont rentrés pendant le Covid, et depuis le Covid finalement, ça fait 6 ans, on est quasiment en ligne droite. Alors on a eu 2022 où il y a un petit marché baissier, où il s'est pas passé grand chose pendant 1 an, mais en réalité, on a des perfs complètement délirantes sur les indices depuis 6 ans, donc depuis le Covid, et encore plus si on regarde depuis 2008. Donc, moi ce qui me fait peur, c'est tous ces nouveaux entrants
comme je l'ai dit, des gens de mon entourage qui sont pas forcément éduqués financièrement, qui rentrent en pensant que ça va monter en ligne droite. Et quand je leur pose des questions de la volatilité, machin et tout, je sens qu'ils sont pas à l'aise avec ça. Enfin, qu'ils n'ont pas vraiment compris le risque. Ils pensent que parce que c'est des ETF, c'est safe en fait. Non, en fait, c'est pas safe parce que derrière c'est des actions. Et si demain il y a un krach boursier, et si le marché fait moins 30, en fait, tu prendras moins 30. Donc, ce qui me fait un peu peur, c'est plutôt le fait que on est sur un marché haussier depuis longtemps et que la plupart des gens n'ont pas connu de marché baissier et qu'ils aient pas compris en fait ce côté investissement long terme, que si ça baisse au contraire, il faut continuer à investir avec le DCA, etc. Ce qui m'inquiète plus, c'est encore une fois les petites phrases du quotidien et le fait que on n'est pas connu de marché baissier depuis longtemps et comment réagiront les gens en cas de marché baissier. Bref, pour te prémunir de ça, je vais quand même te donner 3 actions concrètes si jamais tu as peur d'une potentielle bulle sur la bourse, d'une potentielle correction à venir ou d'une potentielle bulle sur les ETF. La première chose, c'est déjà de calibrer ta poche bourse et ETF indiciel à ta vraie tolérance au risque et surtout à ton horizon de temps. Parce que si tu te dis j'investis en ETF et en gros je récupère cet argent-là dans 2 ans pour l'apport de ma RP, non, ce n'est pas une bonne idée. Je pense que si tu es sur cette chaîne, tu es plutôt éduqué financièrement et tu le sais, mais je le répète au cas où, l'investissement en bourse, c'est de l'investissement long terme, c'est 8-10 ans. Si tu veux minimiser ton risque de perte, du moins si on s'en réfère aux performances historiques, et bien sûr ça ne présage pas des performances futures, ton risque diminue dans le temps et historiquement, plus tu restes investi longtemps sur le marché et plus tu lises ton investissement dans le temps, notamment avec le DCA, plus tu limites ton risque de perte. Donc, déjà, c'est calibrer ta poche ETF par rapport à ton profil de risque. Donc déjà, quand tu fais ton allocation globale, quelle poche tu es prêt à mettre en bourse et sur quel horizon de temps? Est-ce que tu es OK pour avoir de la volatilité sur cet horizon de temps? Est-ce que tu as bien un horizon de temps long terme? Et est-ce que la poche de tes ETF est cohérente avec ton profil de risque? Si tu as un profil de risque offensif, oui, tu peux monter à 50-60% de ta poche sur ton patrimoine global, mais si tu as un profil plutôt prudent et équilibré, il faut pas trop dépasser les 30-40%. Donc ça, c'est un premier travail que tu pourrais faire pour vérifier que ta poche en bourse et notamment en ETF est cohérente avec ton profil de risque et ton horizon de temps. La deuxième chose, et ça paraît être la base, mais c'est de diversifier par classe d'actifs. Oui, les ETF, c'est bien pour la poche en bourse, si on les compare au fonds d'investissement ou au stock picking, mais ça doit rester qu'une partie de ton patrimoine, qu'une partie du camembert. Je suis le premier à dire, et c'est aussi pour ça que je suis CIF au conseil indépendant, c'est que il n'y a pas que la bourse dans la vie, il faut diversifier. Il y a 2 piliers selon moi qui sont essentiels, qui sont l'immobilier et la bourse. Après, à toi de voir pour l'immobilier, si tu as de l'énergie et du temps pour faire de l'immobilier physique ou éventuellement de la SCPI, c'était plus passif, mais tu peux aussi aller diversifier après sur des actifs exotiques, de la crypto, du private equity, du crowdfunding, etc. Donc, déjà, diversifie par classe d'actifs, c'est le deuxième conseil que je peux te donner pour éviter une potentielle bulle. Déjà parce que si le marché perd moins 30 ou moins 40%, même si tu as un horizon de temps long terme et même si tu es OK avec la volatilité, tu dormiras quand même mieux la nuit si tu as un autre actif qui vient compenser cette baisse assez forte. D'autant plus que tu pourrais en plus rééquilibrer du coup pour profiter d'une potentielle baisse ou encore mieux continuer un DCA si tu veux profiter de la baisse. Et la dernière action que tu pourrais faire, c'est d'avoir une poche de liquidité sur ton PEA, sur ton compte titre. Moi généralement, je garde toujours 10 à 15% pour justement saisir des opportunités. Je suis le premier à parler d'investissement passif, DCA sur ETF, etc. Mais je parle aussi des fois, surtout pour les gens de l'académie, ils le savent, je parle de DCA optimisé, dans le sens où, quand on a une forte baisse ou une correction, etc., je parle uniquement bien sûr pour les ETF indiciels, ça pourrait être l'opportunité d'augmenter ton DCA, par exemple, si tu as une poche de liquidité. Et si tu n'as pas de poche de liquidité, quand ça craque, ce serait quand même dommage de vendre à perte pour racheter un ETF par exemple. Ou alors aller te mettre à sec sur ton épargne de précaution parce que tu n'as plus de liquidité. Donc ça pourrait être aussi une idée si tu penses qu'on est sur des marchés trop haussiers ou que tu as un petit peu peur des valorisations actuelles, garder une poche de liquidité de 10-15% et tout. Alors je sais qu'il y a un débat des gens qui disent qu'il faut être toujours investi dans le marché, etc. Ça c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Moi je sais qu'à titre perso, j'aime bien avoir une petite poche de liquidité parce que je me dis quand ça corrige, je suis bien content d'augmenter mon DCA parce que j'ai ma poche de liquidité qui est là, qui est dispo, que tu peux faire travailler d'ailleurs poche de liquidité, que tu peux faire travailler sur du monétaire à 2-3%, qui est du très peu risqué, qui peut te servir justement d'attente pour pas que ça dorme, on va dire, sur ton compte sur ton PEA par exemple ou ton compte titre, même si aujourd'hui certains comptes titres rémunèrent les liquidités, mais sur le PEA en tout cas je sais que c'est pas le cas, donc ça peut être une action que tu peux mettre en place aujourd'hui si tu as peur d'une bulle sur les ETF. En tout cas, si tu découvres le suivi des ETF ou que tu veux connaître les meilleurs ETF éligibles au PEA, j'ai dressé une liste de 10 ETF, 5 ETF qui sont classiques et 5 ETF qui sont ESG. Tu peux télécharger le top 10 de mes ETF éligibles au PEA dans le premier lien en description. Mais je te repose la question que je t'ai posée en début de vidéo. Est-ce que toi aussi entendu parler dans ton entourage des gens qui sont pas forcément calés en investissement qui t'ont commencé à te parler des ETF? Je suis vraiment curieux de savoir. Je suis le seul qui ait fait cette remarque. J'en profite aussi pour te dire que c'est le dernier épisode original de la saison 5 du podcast. Je prends
un bon mois de vacances pour me reposer, me rafraîchir les idées et aussi pour continuer à travailler sur mon projet que je prépare là pour début septembre. Ça va être le plus gros projet que j'ai fait, je te préviens. Je t'en parlerai du coup à partir de fin août. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, je vais mettre comme tous les ans des rediffusions des épisodes les plus écoutés de l'année. Donc tu auras un épisode toujours tous les dimanches à 18h, mais ce sera des rediffs. Si d'ailleurs tu me regardes sur YouTube, pense à aller t'abonner au podcast si tu veux continuer à m'écouter pendant tes vacances et savoir quels sont les 4 meilleurs épisodes et pouvoir les réécouter. Tu pourras t'abonner sur le podcast et bien sûr sur toutes les plateformes gratuites comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Et voilà, moi je te dis, passe de très bonnes vacances, repose-toi bien et je te retrouve sur la deuxième quinzaine d'août où je vais commencer à te parler un peu plus en détail de mon projet que je te prépare pour début septembre. Je te reviens, ça va être énorme et je te souhaite de bonnes vacances et à très très vite pour de prochains nouveaux épisodes.